Bonsoir à tous. Alors merci d'être là. En fait, on est là pour vous parler de l'expérience Ayahuasca Cosmic Journey, qui est une expérience de réalité virtuelle autour d'une expérience, elle, de réalité aussi un peu virtuelle, bien que réelle aussi, qui est l'expérience de prendre des plantes, qui est une plante qui est l'ayahuasca, dans le contexte de la médecine traditionnelle des Indiens Shipibo en Amazonie. Voilà. En préambule, je dirais qu'il faut savoir quand même que l'ayahuasca est interdite à la consommation en France et classée vraiment dans le tableau des drogues interdites, et qu'au Pérou, il est considéré comme trésor national des peuples indigènes dans le contexte de la pratique traditionnelle par, par la loi locale. Donc la même chose est vue très différemment dans ces deux pays. Alors, Rodolphe a quelques images. Rodolphe est mon super viseur des effets visuels. Alors, Rodolphe Chabrier, moi je suis Yann Kounen, je suis le réalisateur. Rodolphe Chabrier est celui qui, depuis mes courts-métrages, est mon superviseur d'effets visuels de mes films et de bien d'autres films importants avec sa société, soit MacGuff pour les longs-métrages, ou Small, en l'occurrence. Cette société s'appelle Small, c'est une filiale de MacGuff qui est dédié à ces nouvelles technologies qui sont la réalité virtuelle, et vous en parlera. Pour ceux qui ont un casque, le film est disponible sur Steam. Et je laisse la parole à Rodolphe 2 secondes alors pour se présenter. Non, il y a, je suis le président de Small et de MacGuff. Je travaille avec Yann, comme il vient de nous le dire, depuis extrêmement longtemps. On va vous parler donc d'ayahuasca. Je vais vous montrer le teaser pour donner une petite idée. Évidemment, il n'y a que ceux qui font l'expérience réelle en 6DoF, c'est-à-dire avec 6 degrés de liberté, où on peut bouger et voir. C'est de la 3D calculée en temps réel. Ce n'est pas un film linéaire en 3DoF. Il y a des versions qui pourront traîner comme ça, mais la véritable expérience, on peut la voir qu'avec le type de système qu'on a à côté. Juste un petit mot avant que je lance, et je vais montrer le teaser pour ceux qui n'ont pas vu l'expérience. Il vous voit ce que c'est. C'est un simulateur donc de prise d'ayahuasca et de transe chamanique. Enfin, un simulateur, c'est un grand mot parce qu'on essaye de donner une petite idée du truc, même si c'est réellement impossible. Mais on a commencé il y a quelques années déjà avec d'autres films, mais on en parlera un petit peu plus tard. Juste pour rebondir sur ce que disait Yann, c'est vrai que la réalité virtuelle, c'est une forme donc de réalité virtuelle, comme son nom l'indique, et de prendre de l'ayahuasca, c'est aussi passer d'un monde qu'on croit ou qu'on pense réel à une forme de virtualité, mais qui peut être un monde qui existe aussi indépendamment. Donc le tout de raconter une expérience de chamanisme en prenant de l'ayahuasca et en allant dans un autre monde à travers un système de réalité virtuelle, c'est une forme d'inception comme dans le film. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que il y a 20 ans, en 1999, j'enquêtais justement je voulais faire un film sur l'expérience mystique, et je me suis baladé dans différentes traditions et j'ai vécu différentes expériences. Et à un moment donné, je suis allé chez les Indiens Shipibo Konibo en Amazonie, et là j'ai eu des expériences très fortes qui m'ont d'ailleurs pas amené à me dire oh c'est super, je vais en faire un film, à me dire bon, le cinéma est intéressant, mais cette chose-là est une aventure personnelle et un monde qui se révèle tellement incroyable que je vais peut-être mettre mon énergie là-dessus plutôt que dans le cinéma. Ce qui a beaucoup inquiété tous les gens qui me connaissent, que je ne mangeais, buvais, digérais que du cinéma. Sauf moi. Hein ? Sauf moi. Oui, sauf toi. Non, lui, ça l'a intéressé assez vite. Mais donc, quelque part, voilà, c'est une expérience très forte. Et j'ai eu la chance de la faire dans les bonnes conditions, en tout cas avec des indigènes qui connaissent bien cette pratique. C'est une médecine, hein. Moi, j'y étais allé un peu dans un voyage mystique, mais maintenant que ça fait 20 ans que je suis toujours tout à fait relié, je dirais, il n'y a pas une journée où quelque part ma pensée n'est pas reliée à ce monde que vous révèle l'ayahuasca, ou en tout cas aux plantes que vous avez diétées dans la forêt avec les indigènes, et que quelque part vous avez tissé une relation qui reste active et qui se nourrit, qui grandit au cours des années. Je pense souvent ça, c'est au début la validité de ce que j'ai vécu pour moi, je peux la partager. Là, je me dis, ça fait 20 ans et c'est cohérent, donc ça, c'est pas mal. C'est presque c'est pas une réalité scientifique, mais c'est une méthode, c'est-à-dire reproduire une expérience et la valider.
Donc, très vite, je me suis dit en rentrant que j'allais non pas arrêter de faire du cinéma, mais au contraire faire en sorte de faire un film qui va ramener cette expérience au cœur de ce film. Et je suis parti dans une double aventure qui était à la fois de faire un film qui s'appelle Blueberry, qui au fond m'avait envoyé chez les Indiens parce que je me servais de l'idée de faire un film et des moyens d'un producteur pour aller chercher dans différentes traditions chez les Indiens Huichol et me balader. Voilà, et donc de ramener ça dans le film et donc de faire un film où le cœur de cette expérience mystique qui était déjà dans le projet serait autour de l'ayahuasca. Et de faire un documentaire en parallèle qui serait peut-être un petit supplément dans le DVD qui est juste la réalité de cette expérience. C'est les images qu'on voit là. Là, c'est Otherworld, c'est pas des images de Blueberry. Voilà, et qui au départ devait être un supplément. Et puis un jour, j'ai continué à tourner ce film et à le monter. Il a dépassé une heure, et d'un coup, on s'est dit, bon, on va faire un film en fait, parce que au fond, c'est un film complémentaire à Blueberry. Et donc, j'ai fait ces deux films. J'espérais à l'époque que d'autres mondes sortent avant pour qu'ils donnent un petit peu des clés pour Blueberry. Mais comme Blueberry était un projet très très important en termes de moyens, tout le monde a eu peur de sortir le documentaire d'abord et de dire que le réalisateur il est parti péter au schnock. Et donc voilà, mais quelque part, ma vie créative a été d'abord nourrie par ces expériences qui sont répétées, et le résultat créatif ont été Blueberry, là que vous voyez, et d'autres mondes, deux choses complémentaires. C'est assez important cette histoire-là, parce que indépendamment des recherches et de l'expérience de Yann autour de l'ayahuasca et du chamanisme en général, sur le plan technique et de la représentation, c'est là où on a commencé à essayer de montrer les visions qu'on avait pu avoir, parce que Yann m'a fait connaître ce monde et j'y adhérais assez vite, j'ai compris et ça m'a interpellé. Et à l'époque, donc c'était il y a 20 ans maintenant, on a essayé, ou 15 ans, 16 ans, on a essayé de faire comprendre un peu, au moins du point de vue des visions, ce que c'était, donc techniquement avec les moyens de l'époque, donc le cinéma à 24 images secondes, une image plate et sans relief, sans stéréo, au sens de la stéréo. Et c'est vrai que c'était un challenge parce qu'en fait, cette représentation, elle est partagée et cohérente, mais du point de vue indigène, il n'y a pas. Alors, il y a eu après, et maintenant, il y a beaucoup de peintures autour de l'ayahuasca, mais c'est un monde qui est en mouvement, le monde des visions, dans une cérémonie d'ayahuasca. Donc, vous allez prendre l'ayahuasca et vous allez être projeté dans un monde, ou non, hein, visionnaire, ça peut être une voix aussi pour certains, mais quelque part, vous allez avoir un dialogue. Et donc, en tout cas, pour une majorité, c'est un dialogue qui est sous forme d'un langage visuel. Et ce langage, comment dire, les Indiens le reproduisent, ils existent. On dit même que les telas, les grandes toiles des motifs, si vous regardez sur Internet, vous tapez Shipibo et ayahuasca, vous voyez des toiles, ce sont des chants encodés. Et on a Et donc, il y a à la fois dans la poterie, dans l'artisanat, ce bracelet, c'est une plante particulière, mais vous verrez ces couleurs-là et ces formes-là si vous prenez cette plante-là. Donc, il y a cet encodage de ramener dans le réel des choses de l'expérience, mais par contre, voilà, nous, on n'a pas le savoir-faire de naviguer dans ces espaces de médecine des plantes, mais on a un savoir-faire, c'est celui de faire des images et qui peut donc nous permettre, c'était moi toute l'ambition artistique de ces projets, de me dire, mais nous, ça tombe bien dans notre histoire, on arrive à un moment où, avec les images de synthèse, on va pouvoir reproduire des choses de l'ordre de la sensation et vraiment des images que l'on voit dans ces expériences. Et donc ça a été ces films. Moi, à côté, j'ai d'abord dessiné d'ailleurs, j'ai commencé à faire des dessins, puis on est allé dans ces films. Et donc, les années ont passé. Bah ouais, plus de 16 ans là. Moi, j'ai fait d'autres films et je suis retourné pour moi en Amazonie, j'ai écrit des livres sur le sujet. Enfin, c'est quelque chose qui est resté complètement dans ma vie, mais quelque part aussi, je dis toujours, quand on me dit, mais quel film tu aimerais faire, je dis, moi donnez-moi, il faudrait un mécène, hein, mais donnez-moi des moyens. Alors, j'en profite, peut-être il y a un grand mécène, mais je dirais, moi, je pourrais passer mon temps à essayer de modéliser l'imbrication des mondes visionnaires et des niveaux de réalité de la manière dont les indigènes, que j'ai pu partager grâce à la connaissance indigène. Et comme artiste, ça me nourrirait suffisamment parce que c'est riche. Sauf que Blueberry n'a pas du tout été un succès, c'était un film très cher. Et donc tout ça a rendu compliqué le fait de ramener
quelque part ce type de sujet dans des fictions qui coûtent cher et qui donc comment dire, doivent avoir un équilibre financier. C'est comme si on fabriquait un objet, c'est horrible, hein, mais c'est un produit pour à un moment donné un film, et il faut que on est une petite PME, il faut qu'on se dise qu'il y ait quand même quelques personnes, qu'il y ait l'équation que assez de gens soient intéressés. D'où la pancarte du début avec 12 € pour l'expérience sur ceux qui peuvent l'acheter. Mais on va basculer dans 99 francs, faire attention. Donc fort de ça, je me suis dit d'ailleurs que je continuerai à partager ça sous forme de dessins et de livres. Pour continuer dans ma tribu, je dirais, avec les gens, de juste essayer de communiquer sur cette chose qui existe, pas forcément de dire aux gens d'aller le faire, c'est une expérience très difficile, il faut faire attention avec qui la faire, etc. Donc il y a plein de choses autour de l'expérience qui ne sont pas anodines. C'est pour ça que toujours dans les films, il y a un danger dans le monde des visions. Enfin, c'est pas toujours quelque chose de bien heureux. C'est pour ça qu'il faut un guide aussi. Voilà, il faut faire attention. Donc ça c'est l'expérience. Mais à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé, en fait. Alors il y a toujours l'écriture visionnaire qui revient dans mes films, toujours un peu. Mais je pense que le cinéma, quand je vois certains films, je me dis les gens n'ont peut-être pas pris de plantes. Mais en tout cas, ils utilisent cette écriture-là, ce langage-là, comme s'il était en nous et comme si les plantes le révélaient, une sorte de langage symbolique très fort. Et bref, à un moment, on m'a proposé, parce que comme je fais des choses assez différentes, et ces dernières années, j'ai plutôt fait des documentaires, des mini-séries, des choses différentes, on m'a proposé de faire une expérience de réalité virtuelle. Je ne connaissais pas, je ne l'avais pas expérimenté. Parallèlement, nous, on avait développé Small, qui devenait un des spécialistes assez en amont de commencer à travailler dans ces domaines-là. Donc forcément, Yann était très au jus de tout ça aussi. J'étais au jus, mais bon, voilà, j'étais pas un peu passé à côté. Mais comme on m'a proposé une expérience, c'était Red Corner qui me proposait de faire un film que j'ai fait, qui a mis beaucoup de temps parce qu'il était très complexe, qui s'appelle Seven Lives, avec des acteurs. Là, c'est autre chose, hein, mais c'est un voyage dans des mémoires. C'est un film assez expérimental, assez intéressant. Mais du coup, les gens qui m'ont proposé le film m'ont mis un casque sur la tête et m'ont fait montrer ce qui se faisait de mieux. Je parle de ça il y a 3 ans. Et quand j'ai mis un casque sur la tête, non pas un casque comme celui que vous avez là pour notre expérience ayahuasca, qui est de la 3DOF, c'est-à-dire un casque qui vous limite dans l'expérience. Hein. Je dirais que nous, on a fait une expérience d'un certain type. Disons, voilà, c'est comme si on vous dit, venez au cinéma, vous avez une grande salle avec une copie 35 et qu'en fait, là, vous allez voir sur un iPad. Donc, vous voyez le film, mais vous n'avez pas l'expérience parce que vous ne pouvez pas vous déplacer dedans. C'est un matériel, c'est une expérience en dessous. Ça vous permet de voir l'expérience, mais pas de la vivre pleinement. Moi qui avais essayé des petits casques comme ceux qu'on a là, je n'ai pas essayé les casques 6DOF, c'est-à-dire ceux où vraiment on se déplace dans l'image. Donc du coup, le sentiment de réalité est fort. Et ils me font essayer des expériences. Et du coup, puisque je développe ce projet, je commence à rencontrer des producteurs. Et à un moment, je dis, bien sûr, une chose évidente, c'est dire, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est l'expérience ayahuasca, parce que c'est la meilleure façon de se rapprocher de l'expérience qui est à 360, qui est interactive, parce qu'on est relié aux visions, et qui est aussi en relief, enfin, qui est vraiment quelque chose qui se rapproche de ça. J'avais déjà vu, quand le cinéma en relief est revenu, là où, quand on voit Avatar, on se dit, tiens, ça serait intéressant de refaire une expérience ayahuasca juste pour le relief, ce qui va amener le relief à nous rapprocher. Mais là, c'est beaucoup plus que simplement du relief. Je t'arrête une toute seconde. On avait le 4e mur, en fait. C'est-à-dire, vous êtes dans la salle, vous nous regardez, vous le savez, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, il n'y a plus de salle, il n'y a plus de distance. Il y a un mur qui s'effondre et vous êtes dans l'expérience. En fait, dans l'expérience 6DOF, ce que vient de dire Yann, donc tout est en 3D, calculé en temps réel, possiblement à 90 images secondes, parce que quand on est dans un casque de réalité virtuelle, pour ne pas être malade, The Motion Sickness, c'est un mot pour ça, on doit avoir un framerate qui est très très élevé. Donc ça veut dire qu'il faut que ça tourne sur un ordinateur assez puissant et qui calcule une image crédible en temps réel. Les petites images que vous avez vues avant, et là c'est Guillermo, qui est un maître chaman réputé, que c'est les premiers tests qu'on faisait avec Yann pour le modéliser en 3D sommairement, pour pouvoir le mettre donc en 3D. On peut une fois qu'il est en 3D, passer devant lui, derrière lui, s'approcher de lui. Bon, dans une certaine mesure, il y a des problèmes de résolution. Sur le plan technique, on a fait quelques tests aussi où on essayait de faire de la vidéogrammétrie en temps réel, mais ça, c'était
Bon voilà, revoilà Guillermo et qui est donc là et virtualisé et qui sera ensuite réintégré avec une autre technique qui s'appelle la vidéogrammétrie dans l'expérience 6DoF, encore une fois, 3D. Et ça se fait dans des studios qui sont bardés de caméras. Il y a 80 caméras dans tous les sens. Bon, ça c'est Yann qui répète les mouvements qu'il avait envie que Guillermo donc, puisse faire. La petite anecdote, c'est que le préambule qu'a fait Yann sur le côté touchy. Ah ouais, le côté touchy de ce que représente l'ayahuasca selon les pays en termes d'interdiction ou pas fait qu'on a dû piloter à distance Guillermo. C'est pour ça que Yann faisait des petites répétitions vidéo pour lui montrer les mouvements qu'il devait faire parce qu'il n'avait pas pour des raisons de visa, c'était compliqué, pas pu le faire à Londres où on devait le faire initialement. Ouais, on devait le faire à Londres, mais ça c'est une erreur de production. Ils n'avaient pas calculé que Londres, il fallait un visa spécial quand on venait du Pérou, donc on passe pas avec un visa pour la France en Angleterre. Et donc du coup on avait dû le faire à Los Angeles, recommencer l'expérience. Et moi j'étais chez moi sur un iPad et je le dirigeais pas, j'essayais simplement de lui demander les états qu'il devait reproduire et à quoi ça correspondait. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'on fait une expérience autour de l'ayahuasca, on réfléchit en fonction de la technologie à se dire, bon, ben, qu'est-ce qui serait intéressant ? Ce qui serait intéressant, c'est de se retrouver face à un guérisseur, donc soit lui voilà, face à un guérisseur, et qu'on mette le casque, et qu'on soit debout avec le casque, et il soit là. Il vous fait signe de vous asseoir, donc vous asseyez, mais quand vous descendez physiquement près de lui. Parce que ça va vous amener dans l'espace croire que vous êtes dans la jungle sur un deck. Là, par exemple, ce casque ne vous permet pas ça. Vous bougez, vous serez toujours assis parce qu'il n'y a pas cette troisième dimension. Oui, on n'est pas en 6DoF là. Oui, c'est vrai que je pensais toujours que c'était l'expérience entière. Et donc, tous les gens qui ont pu l'essayer, c'est très différent quand même. Vraiment. Et donc, du fait de vouloir juste le fait que le personnage qui a le spectateur, je ne sais pas comment on dit, l'utilisateur, on va dire. L'expérimentateur a le casque, il va s'asseoir et ça, cognitivement, ça va lui donner un sens sur le... Sans parler de l'interactivité. Oui, c'est une forme déjà d'interactivité quelque part, c'est-à-dire qu'on se déplace cognitivement dans un espace. À partir de là, il se sentira assis. Pour faire ça, vous ne pouvez pas filmer un acteur, même en 360, ce qui aurait été même mieux en qualité. Parce que vous ne pouvez juste pas faire ce mouvement. Si vous le filmez, c'est une sphère, et si vous montez, vous descendez, il est à la même position. Donc, il va falloir utiliser cette technique. Donc, on recherche une technologie de photogrammétrie, de vidéogrammétrie, qui va permettre de fabriquer un fichier, ce qu'a expliqué Rodolphe, vous avez compris, mais c'est juste pour ce mouvement-là, pour vous asseoir dans la maloca. C'est pas complètement vrai, c'est pas seulement pour ce moment-là. Il y a un point qui est extrêmement important, c'est l'immersion, et il faut rentrer le plus possible en immersion. Dans une expérience VR en 6DoF. Et en fait, c'est un peu particulier dans le cas de Cosmic Journey parce qu'on ne fait pas des grands mouvements comme dans un jeu vidéo où on va passer derrière, devant, ouvrir des portes, passer dans des univers. Mais pour que l'immersion soit vraiment bonne, il faut que l'image qu'on voit devant soi, non seulement soit en relief, ce qui peut être le cas sur un film, ce qu'on appelle un film linéaire en 360, mais le simple fait qu'on bouge très légèrement quand on est dans l'expérience, on sent la parallaxe. C'est-à-dire qu'on voit l'oreille droite ou l'oreille gauche de quelqu'un qui est face à nous et la sensation qu'on a d'être dans le monde virtuel qui est créé est infiniment supérieure dans un film en 6DoF, en réalité virtuelle 3D temps réel, même par rapport à un film en relief classique. Ce que dit Rodolphe est juste, c'est-à-dire que pour avoir Guillermo dans le film et le chaman, le guérisseur dans le film de cette manière et s'asseoir, il fallait le prendre en photogrammétrie. Mais effectivement, ce qui était intéressant pour la 6DoF, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer dedans, c'était de toute façon le projet du film, puisque c'est intéressant quand vous êtes dans un monde visionnaire et que vous avez quelque chose là, que si vous fassiez ça, il soit là, et que si vous savez ça, il sera toujours là et il est en mouvement. On peut regarder les serpents par la gauche ou par la droite, en gros. Donc, quelque part, vous avez un sentiment de réalité quand un objet se déplace et que votre spatialisation interagit de manière juste par rapport à la réalité et l'objet. Et donc, voilà. Donc, effectivement, ça fait développer toute une sorte de technologie dont Rodolphe va vous parler pour avoir ce temps réel, c'est-à-dire le fait que, quelque part, la vision en termes d'image n'est pas aussi définie que ce qu'on pourrait avoir même dans Blueberry, si vous le voyez au cinéma,
Parce que là, vous naviguez avec des images qui doivent se reconstruire à chaque centième de seconde quasiment. Centième de seconde, en fonction de votre position. L'ordinateur recalcule votre position et vous place. Donc la définition générale a une limite. Celle de l'ordinateur qu'on utilise. Enfin, juste pour rigoler, quand on fait une image de synthèse actuellement, mais c'était le cas à l'époque de Blueberry aussi, on peut se permettre de passer 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, voire 4 heures par image pour faire du rendu. Il y en a le temps de calcul de l'image. Il y en a 24 par seconde. Donc vous imaginez le nombre d'heures que ça fait. En fait, là, on a un 90e de seconde pour fabriquer l'image qu'on doit voir dans un casque de réalité virtuelle, dans l'expérience totale, la réelle, hein, celle qui est en 6DoF, comme on dit. Donc là, pour ça, on utilise des outils informatiques. Il y a 2 grands softs, Unreal et Unity. Et surtout, on utilise le talent, le savoir-faire à la fois technologique, à la fois artistique, l'œil d'équipe, d'humains. Et là, tout à l'heure, ce qu'on voyait, c'était Yann qui parlait aux équipes. C'est un des problèmes qu'on avait déjà rencontré avec Blueberry, c'est comment communiquer les expériences qu'on aura pu avoir de manière personnelle, Yann ou moi, tellement c'est complexe, tellement des images qui sont super jolies. Des images sont super belles, jolies et complexes, et de point de vue artistique, on dirait ouais c'est super, mais qu'on trouve pas juste, ni Yann ni moi, parce qu'on a ce sentiment, parce qu'on connaît un petit peu l'expérience. Et le communiquer à des équipes qui n'ont pas cette expérience aussi. Donc ça donne ce genre de choses, par exemple. On est d'accord, elle rebascule. Donc voilà, là c'est bon comme angle, c'est-à-dire que ça c'est... Voilà, non là c'est trop. Donc on a Claire qui était directrice artistique aussi, non, qui travaillait avec Yann. Il faut la laisser. Et c'est seulement quand on a passé ces serpents, regarde, ça va être là qu'il faut redresser pour que tu montes droit vers le ciel. Redresser, tu veux dire qu'on voit vers le... Ouais, okay. On peut le faire sans que je sois dans le casque. Ah, ça y est. On s'amusait à se filmer il y a des mois à chaque fois, parce que le gros gag, c'est quand on a un casque, on ne voit pas l'univers qu'il y a autour de nous, et on est souvent dans des postures un peu ridicules ou bizarroïdes. Et on a plein de petits films où on se filme l'un l'autre, qui sont assez rigolos. Il faudra que je fasse un pêle-mêle un de ces jours. Ça, c'est juste des éléments techniques pour comprendre qu'on reste dans un univers en 3D. Je ne sais pas. Ça, c'est par exemple des tests en temps réel vus de l'extérieur sur un ordinateur. On aimerait avoir beaucoup plus d'outils qui nous permettent de fabriquer depuis l'intérieur, c'est-à-dire casque sur les yeux. On peut monter le volume. Mais bon, quand même, c'est bien, hein. Les couleurs sont légèrement différentes. C'est mieux ça déjà. Moi j'aime bien. Là tu comme dans un truc. Alors, tu vois, je pense que les couleurs à la fin, elles doivent monter pour être au max comme ça. Mais au début, ça doit être plus monochrome, un peu plus mélasse quand ça devient. Ça c'est bien, bravo, hein, c'est intéressant. Hein. Ouais, mais on voit pas et donc du coup il filme et il met les moments, on dit bravo et que c'est super small. Hein. Vous avez vu, il a remarqué, il est très... oui, Yann, ce qu'on vient de voir là, c'était par exemple ce qu'on appelle de la grouille. Et peut-être tu pourrais dire quelques mots sur les types d'univers que tu as voulu, qu'on a voulu montrer. Oui, donc en fait, en développant ces univers par rapport aux expériences d'ayahuasca, il y a une sorte de... Comment dire ? Chaque guérisseur a une méthode particulière. C'est un peu comme un art. Voilà, chaque guérisseur a une méthode particulière pour vous amener d'un endroit, de vous prendre un endroit, vous amener à un autre. Comme un DJ. Ouais, c'est une médecine. Mais c'est pas mal, mais on a envie de voir sa tête là. Voilà. Mais quelque part, donc en fonction, par exemple, si je faisais, j'aimerais bien faire une série de films. Il y avait une guérisseuse exceptionnelle. Ça aurait été un voyage complètement différent de celui qui est là, dans même son langage, même si les mondes des visions sont proches. Mais il y a des choses d'autant plus récurrentes dans ce type d'expérience. Surtout si vous, admettons, vous n'en avez pas pris et vous avez une expérience forte. C'est un cumul, l'expérience qu'on a modélisée, qu'on a fait. Elle vient d'une sorte, c'est pas un best-of, mais c'est une sorte de cohérence d'une série de visions. Pour certaines que j'ai eues très souvent, pour d'autres que j'ai eues peut-être très peu. Et certaines très peu en termes d'intensité. La fin notamment, avec les esprits autour, ça c'est des choses qui arrivent
voilà, à 3% Après avoir un peu bourlingué, je dirais. ouais ou non, ça vous prend au dépourvu parce que au début, parce qu'on vous amène là de manière très forte. Mais j'en ai pas eu beaucoup, on va dire. Peut-être très peu, voilà, une petite dizaine sur plusieurs centaines. Donc, moi, ce qui était important, c'est de comprendre une chose. C'est souvent, quand on commence une cérémonie, on est mis en présence de sa charge énergétique, émotionnelle, sentimentale, de ce qu'on porte, de ce qu'on a mangé, des énergies de la ville et tout. Et souvent, les archétypes sont sombres, sont des insectes, sont des choses pas très agréables à regarder. Et la première fois, c'est même assez terrifiant parce qu'ils sont très, très précis. C'est ce qu'on a appelé la grouille, en fait, nous, parce que ça a été modélisé dans plusieurs films, et c'est vraiment quelque chose pour quelqu'un qui a pris ces plantes, qui est assez récurrent. C'est à un moment donné, quand on est confronté à quelque chose d'un petit peu difficile, ça se manifeste par ces archétypes. Souvent des peurs. Ou des peurs, mais ça peut être simplement la mise en présence de l'énergie d'une alimentation pas juste, c'est tout ce qu'on porte. Et le guérisseur, la plante vous amène là, et le guérisseur doit ouvrir votre ivresse. Ouvrir votre ivresse, il doit ouvrir la sienne et puis en même temps la vôtre. Donc le chant est quelque chose qu'il faut écouter quand on fait cette expérience virtuelle, parce que vous l'écouterez forcément si vous prenez un jour ces plantes. Mais en tout cas, dans l'expérience virtuelle, c'est vraiment le guide et dans l'expérience, c'est vraiment le guide. Donc le premier chant que fait le guérisseur et son premier travail qu'il a à faire, c'est d'ouvrir l'ivresse. Quelque part, de stabiliser l'ivresse dans laquelle vous êtes, parce que vous êtes secoué par vos déséquilibres, vos problèmes, et c'est pour ça que vous êtes venu prendre des plantes. Je rebondis ça juste pour un instant. Le côté du contrôle de l'ivresse et d'essayer d'être centré, de contrôler ce truc-là, on a sur le plan technique essayé de le simuler aussi, et ça, vous ne pouvez pas l'avoir dans une version film de Cosmic Journey, mais dans l'expérience XDOF, donc temps réel normal avec un gros ordinateur, à travers des choses simples, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire que quand les gens sont nerveux, pas calés, etc., l'image se brouille, on se retrouve dans la maloca au lieu de... Enfin bon, on avait même testé des choses qui mettaient des déséquilibres quand les gens essayaient de se déplacer pour s'approcher, et qui étaient très efficaces, on peut rendre les gens malades. Et c'était assez intéressant de devoir gérer ça aussi techniquement. Ce qui est intéressant, puisque là tu en parles, je vais continuer à développer. Donc il y a l'ouverture de l'ivresse. C'est presque le nom technique de ce que font les guérisseurs. Ils vont ouvrir leur ivresse et l'ivresse. Donc ce champ d'ouverture, c'est un champ où votre espace étriqué visionnaire va être canalisé pour s'ouvrir sur un espace visionnaire large, et votre sensation corporelle, et pour stabiliser l'espèce d'entité que vous êtes dans le présent de cet instant, entre les plantes qui sont en vous et votre corps et votre esprit. Donc c'est ce qui correspond à la première partie de l'expérience. Donc ça, j'ai reproduit. La meilleure façon la plus claire et la plus récurrente, ça au fond, c'est les scènes avec les serpents, où vous êtes enserrés dans des anacondas qui petit à petit vont fabriquer un sorte de temple dont ils sont les piliers, et devenir de plus en plus fins et de plus en plus lumineux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y a dans les plantes. Et donc cette étape était très importante parce qu'elle est vraiment récurrente de toute cérémonie d'ayahuasca ou soin. Mais tu as l'ouverture de... Voilà, donc bon, là, vous le voyez en 2D, mais imaginez-vous, vous êtes dans ces visions-là, et d'un coup, le champ, petit à petit, va ouvrir l'espace. Alors, au début, il est un peu sombre, cet espace, il peut l'être, et petit à petit, il va s'éclairer, il va devenir beau, et puis, en général, il devient comme une cathédrale visionnaire, et c'est un petit peu ce qu'on a fait, vous voyez. Ce que vous voyez là, évidemment, puisque c'est juste une démo pour montrer le genre d'image, on n'est pas dans... c'est pas interactif, là. Quand vous vivez l'expérience, évidemment, vous regardez de partout, vous avez la sensation de vide, vous êtes donc en 3D, donc en plus du relief, vous avez les sensations de grandeur et globalement, bon... Ici, c'est pour vous donner une idée du dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que en général, quand vous vous retrouvez dans la réalité d'un soin avec des guérisseurs, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes fragile. C'est-à-dire, vous avez la nausée,
parce que la plante vous donne la nausée. Vous allez peut-être pouvoir vomir pour vous nettoyer, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais la nausée que vous avez vous met dans un état de fragilité. Et donc, la chose qui est intéressante, c'est que le cinéma, bon, il faut vraiment faire des effets particuliers pour donner la nausée, alors que dans la réalité virtuelle, tout le combat habituel de ceux qui font des films, des expériences en VR, c'est de combattre la nausée qui devrait monter, puisque vous perturbez l'oreille interne de celui qui fait l'expérience. Et tandis que là, on a dosé ça. C'est-à-dire que quand vous faites l'expérience, normalement, vous allez avoir un moment, une petite nausée. On a dû doser cette nausée parce que pour le coup, elle vous met dans un état de fragilité qui est juste et qui est un vrai témoignage de l'état dans lequel vous entrez le monde visionnaire, avec une espèce de chose où vous y allez avec un peu humilité. Hein. C'est aussi ce qui est intéressant et qui fait partie de cette médecine et qui fait qu'elle est bien faite, c'est que vous rentrez, vous êtes fragile et là d'un coup vous voyez un truc qui est gigantesque et donc naturellement, c'est pas de la soumission, mais naturellement on n'est pas là à faire oh la belle bleue, même si c'est très beau. Voilà, on ne peut pas être confortable. La plante vous met dans un état d'inconfort dans lequel vous devez rester concentré sur votre sensation corporelle, sur ce que vous voyez, sur vos pensées, parce que vous partez dans tous les sens, puisque c'est un psychotrope et qu'il y a une ivresse physique et que vous avez des images, vous vous mettez à raisonner avec tout ça et vous entrez dans des espaces où votre pensée n'est jamais entrée, donc vous allez avoir des pensées que vous n'avez jamais eues, et quand on a des pensées qu'on n'a jamais eues de sa vie, on pense qu'elles sont vraies, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est tous les êtres humains, on se dit c'est ça, et là on part en saucisse, parce que si la pensée n'est pas très juste. Donc voilà, donc ça c'est les mouvements de la médecine amazonienne qui vous baladent. Donc tout ça pour dire que ce qui était intéressant dans la VR, c'est que du coup quelque chose qui est un défaut de la réalité virtuelle devient un outil pour se rapprocher de la réalité de l'expérience. Bon, évidemment, tout à l'heure, vous avez vu passer des images techniques, mais c'est plus intéressant de parler du fond du sujet. Mais sur le plan technique, tout ça, ça se fait de manière pas si simple. Encore une fois, il faut qu'on arrive à faire des belles images, des images justes, avec une puissance de calcul qui n'est pas forcément énorme. Et si on regardait... de voir de l'extérieur les serpents que vous avez pu voir dans la cathédrale de Serpents, par exemple, tout à l'heure. Si on revient un tout petit peu en arrière, c'est un peu compliqué comme ça. Comme j'essaie de... C'est pour mon ego personnel, c'est pour montrer la différence de style quand on essaie d'expliquer quelque chose entre Yann, qui est relativement calme, qui arrive à bien composer avec les gens. Et... Bon, allez, on s'en fout. Mais ce que je cherchais, c'était les images techniques de sortir. Où est-ce qu'elles sont ? Le dôme. Oui, mais attends, je ne sais plus où c'est. Je la connais pas par cœur, cette bande. Voilà, ce qui était intéressant, c'est d'un coup, moi j'ai toujours été, alors là c'est presque une pensée un peu particulière, mais quand j'ai vécu ces expériences, le fait que j'étais un cinéaste en activité au moment où je suis parti dans la jungle, c'est à mon histoire personnelle à ce moment-là, le fait que j'ai une vie, un enfant, un métier, et j'ai vécu une chose tellement forte que si je l'avais vécu la même chose, puisque c'est moi, à 25 ans, je serais resté là-bas, c'est certain. Et je connais beaucoup, désormais d'Occidentaux, qui sont venus, enfin, en tout cas certains, qui sont des amis maintenant, mais qui étaient venus parce qu'ils avaient vu mon documentaire, par exemple, et qui sont mariés à une indienne et qui sont dans la jungle, parce qu'ils sont guérisseurs. Et voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est ce chemin de se dire, mince, il y a quelque chose à faire dans partager, reconnaître à la fois cette force, ce mystère de la nature, dans le lien que la nature a avec nous d'une manière beaucoup plus concrète qu'une idée. Pour moi issu de cette culture, j'ai tendance à naturellement, bien sûr, me sentir bien comme tout le monde dans la forêt, aimer les plantes et la rivière, mais je ne vais pas dialoguer avec elles. Là, ce que vous avez, et j'ai mis du temps à le comprendre. Souvent, les guérisseurs, ils m'amenaient après des cérémonies dans la nature, on marchait, et puis ils touchaient des plantes pendant qu'on parlait. Moi, je parlais des visions, mais je ne faisais pas attention, et ils caressaient les plantes. Il était en train, sans vouloir me le dire directement, de me dire, voilà, c'était avec lui. Et voilà. Et après, on le découvre parce que dans la médecine traditionnelle indigène, on va diéter une plante, c'est-à-dire on va s'isoler dans la forêt, prendre pas forcément d'ayahuasca, c'est vraiment leur médecine, une plante qui va ouvrir
soigner, ouvrir, réguler des émotions et on s'isole. C'est pas un psychotrope. On pleure, mais on commence à avoir des rêves, on voit des esprits. Puis ça se répète un an, l'année suivante, et à un moment donné, on se dit bon, ok, d'accord. Il y a une chose que ma culture m'a pas apprise, que vous m'avez appris. On choque les réalités, donc je vais pas en parler. Je m'en fous, je suis saltimbanque. On peut penser que je suis complètement perché. Je suis pas chirurgien, homme politique. Donc ça va avec ma fonction, ça m'a pas. Mais c'est vrai qu'il y a ces plantes et le fait que moi j'ai vécu cette expérience me fait dire que mince, ma culture a écrasé parce qu'elle a connu ça ou effacé beaucoup de choses et je dis souvent, j'y suis allé, mais la première fois, non pas en me disant que j'étais supérieur à ces indigènes, mais que sur la réalité, notre monde connaissait l'essence de beaucoup mieux l'essence de la nature, de la réalité, de l'expérience humaine, et qu'ils avaient une connexion à la nature qu'on n'avait pas, mais bon, voilà, c'était un peu des contes et des mythes et des choses. Voilà. Et après, j'ai découvert que non. Voilà, j'ai découvert que pendant que nous, on allait dans une certaine direction, ils continuaient dans la leur, et que sur la nature profonde de l'existence et de la réalité, de la communication interespèces, et au-delà d'un certain voile de ce que nous, on considère comme presque culturellement la seule réalité, après on rentre dans les religions, les mythes, les histoires, l'imaginaire, cet imaginaire, cette chose qui résonne en nous, sinon on n'irait pas tous en rang voir ces films mythologiques, ces super-héros, et tout ça, les indigènes m'ont montré que ça a une réalité, hein, voilà, mais une réalité, voilà, comme le rêve en a une. C'est un territoire d'information pour les Indiens. Ils disent, moi j'ai des informations dans les rêves, dans les visions, dans le réel, mais tout ça est unifié. Et nous, on a tendance à se dire, oh, on a des informations, non, mais c'est nos traumas qu'on recycle, c'est ci, c'est ça, mais c'est pas un voyage dans un espace particulier où de l'autre côté, quelqu'un communique avec nous, par exemple. Ainsi de suite sur les morts et sur toutes les choses qui font... comment dire, voilà, leur système de médecine, comment dire, dans un premier temps, il marche pas très longtemps si vous avancez un peu dedans. Vous pourrez pas très longtemps garder le paradigme. Ça va créer un changement de paradigme qui s'opère. Ouais, Voilà. Et c'est dangereux. Au sein, toi, tu en as pas eu un vraiment, mais au sein d'une créature, ce qui le définit, c'est sa réalité, ce à quoi il croit, ce qu'on lui a appris. Et s'il bascule d'un coup, c'est les sujets de film, un mec d'un coup voit. Moi, j'étais Richard Dreyfus dans Rencontre du troisième type sans avoir vu d'extraterrestre. C'est-à-dire, un coup, j'avais vécu un truc, j'ai l'impression d'être seul dans ma culture, et je me dis, attendez les gars, on a fausse sur une dimension. Et ça vous provoque des difficultés sociales, familiale, ça provoque de l'isolement, ça crée quelque chose qui est dangereux parce qu'on peut vous considérer un peu à la frontière de la raison et qu'en fait le fou, celui qui est hors de la raison, c'est celui qui ne peut pas communiquer ce qu'il vit ou son état, hein. C'est ça la définition du fou. Si on communique son état comme moi parce que je suis un saltimbanque, en faisant ça, je suis revenu. Ouais, ce que j'allais dire, c'est ça le truc parce qu'on peut pas. T'es fou parce que t'arrives pas à communiquer. C'est ce qu'on a essayé de faire, ce que tu as essayé de faire. Quand on a essayé de montrer aussi des images, et de parler de ça, même à travers les différents films qu'on a fait en laissant des petits bouts, c'est peut-être une façon de prouver que t'es pas fou. Non, c'est une façon de ne pas être considéré comme fou. Ouais, voilà. C'est les autres qui vous considèrent comme fou. Le fou, il ne sait pas qu'il est fou. Le fou vit dans une réalité alternative. En plus, il y a un truc de dingo quand on prend de l'ayahuasca, c'est le rapport au temps. Et je trouve que c'est un domaine qui est marrant parce que, en gros, quand on va vivre une expérience qui, vue de l'extérieur, va durer peut-être 2 heures, 3 heures, de manière puissante. Mais il peut se passer en temps intérieur un temps beaucoup plus grand. Moi, j'ai des moments où il s'est passé 3 heures, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le matin, le soleil s'est levé dans les trucs, et j'avais l'impression qu'il s'était passé 5 heures. Et puis après, d'autres expériences où j'ai l'impression d'y avoir passé 3 jours. J'ai parlé avec Yann, qui a vu certaines expériences qui ont duré une nuit, et qui d'après, je te crois, pouvait avoir duré plusieurs mois.
Et c'est Gaspard Noé qui me faisait remarquer ça, parce que ce genre d'expérience, il y a un truc, c'est qu'on est hors tout quand on descend dans une transe chamanique, et le temps n'existe plus vraiment. La seule chose qui nous permet d'avoir une idée du temps qui s'est passé, c'est quelque part le nombre d'idées qu'on a eues, le nombre de concepts qu'on a manipulés, le nombre de réflexions qu'on a pu avoir. Et il se trouve qu'en prenant de l'ayahuasca, la molécule de base c'est du DMT, des diméthyltryptamine, ça, on va dire, en faisant simple, que ça fait allumer le cerveau tout en même temps de partout, et donc ça devient un super ordinateur qui se met à calculer à une vitesse infiniment supérieure. Et donc on a l'impression d'être resté le temps d'avoir eu les 1 million d'idées qu'on a eues, donc très longtemps. Non, la chose, on connaît tout ça, c'est-à-dire quand on a des expériences riches, par exemple on voyage, on va changer d'endroit tous les jours, au bout de 4 jours on a l'impression que ça fait un mois qu'on est en voyage, parce on a changé d'endroit, de lieu, de discussion, on a eu des surprises, on a découvert des choses. Donc cette richesse de ce que l'on vit, et si on reste chez soi une semaine, par exemple moi, j'étais la crève, je suis resté toute la semaine chez moi, voilà, cette semaine était une temporalité bien différente de 15 jours avant, où j'étais à l'étranger, je faisais des repérages pour un film. Et je changeais de décor. J'ai jamais dormi 2 jours dans la même chambre d'hôtel. Et je visitais des décors. J'ai l'impression d'être resté des mois. Alors que je suis resté une semaine. Avec les plantes, c'est pas, vous changez pas de décor toutes les 6 heures ou de gens. C'est instantané. C'est-à-dire que tout ce que ça déploie est instantané. Donc en fait, au bout d'un moment, la notion du temps éclate complètement. Puis vos pensées s'espacent. Et c'est celles qui nous inscrivent dans le temps. C'est aussi nos pensées qui nous inscrivent dans la perception du temps. Elles s'espacent. Et il y a d'autres, les informations rentrent autrement en vous. Et le mélange de tout ça fait que la perception du temps éclate. Et je rajouterais, après je te laisse la parole, mais je rajouterais juste une chose. Elle éclate dans le bien et le bon et le beau, mais elle éclate dans la terreur. Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire que j'ai passé des nuits, mais heureusement, quand on va faire une diète, au début, il y a des moments très difficiles, mais il y a des moments très beaux et très positifs, parce que sinon on n'y retournerait pas. Et ça vous soigne, et il faut toujours vérifier ça, qu'on est plus heureux. Sinon, voilà. Mais il y a aussi eu des moments où j'avais l'impression d'avoir passé des années dans un endroit vraiment terrifiant. Et en fait, j'ai passé juste peut-être une nuit, quoi. Mais sortir de ça, c'était renaître, quoi. C'est-à-dire, j'avais traversé à pied la jungle, en fait, poursuivi par des bestioles. C'est pas la vision, mais c'est la sensation. C'est-à-dire, quand on est dans une situation difficile, on sait aussi, quand on est dans une situation intense, si d'un coup il y a une menace autour de nous, par exemple, ou quelque chose de ce type, on sait que le temps éclate. Et là, vous êtes projeté dans un espace de ce type. Et c'est presque kadikien. Vous connaissez Philippe Cadic, où il joue avec ces concepts. Il y a quelque chose de kadikien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, vous perdez les repères. Donc, quand on perd les repères, il faut avoir confiance en la personne qui vous amène dans cet espace. Et il faut petit à petit aller petit à petit de manière à prendre la confiance que la perte de repères, d'identité, c'est vraiment un travail sur ce que l'on est. Donc ça, j'ai pas pu le reproduire dans l'expérience VR, mais cette chose qui fait que on est plein d'êtres différents, parce que prenez-vous vos propres pensées quand vous êtes en colère. Et les propres pensées, les mêmes, vous, en joyeux et tranquille, vous les mettez face à face, c'est 2 personnes différentes. On a toujours un peu des mêmes mécaniques, ou un ton de voix, ou des mots et des exemples et des choses qui reviennent quand on est en colère. Et on est une autre créature quand on est dans la joie et dans la paix. Et bien quand vous prenez des plantes, vous êtes les 2 en même temps, d'accord ? C'est-à-dire que vous êtes là et là. Et à un moment, vous vous dites qui vous êtes. Et c'est pas un choix facile à faire, parce qu'on est les 2. Et donc, il y a quelque chose qui s'effrite sur l'identité. Et c'est là où le guérisseur rentre avec son chant pour reconstruire la conscience de cette identité. Et en ce sens-là, ce que je veux dire, on parle d'esprit, de choses, ça c'est des mondes. Ce qui est intéressant, et ça émerge aujourd'hui, mais je me suis dit, et j'ai trouvé quand je suis revenu à l'époque en 99 d'Amazonie, qu'il y avait peut-être les gens voilà, que c'était vraiment une médecine métaphysique de l'être profond, de la connaissance de l'être, plus que quelque chose où on vous amène des esprits pour vous soigner avec des feuilles et des choses comme ça qui marchent, qui existent, hein, qui parfois des expériences qui sont purement, on se croirait dans
dans un film fantastique. Mais au-delà de ça, l'art de guérison de ces plantes, c'est l'art d'être allé soit pendant l'isolation pour les guérisseurs longtemps dans la jungle, pour faire ce travail sur eux et pouvoir connaître le chemin pour aider d'autres à aller s'explorer profondément et voilà, et à s'empêcher de se perdre dans cet immense univers qu'on est en fait. Comme si chaque pensée, chaque part de nos désirs, de nos trucs, ce sont des êtres qu'on rencontre tous en même temps, comme dans une assemblée à un moment donné. Parfois, ça gueule pas mal. Enfin, pour moi, ça gueulait pas mal, cette assemblée. En fait, moi, bon, je connais Yann depuis un petit moment maintenant. On est vraiment très différents. Même si on s'adore, la vision qu'on peut avoir de ça, de cet autre monde, on peut parler de psychologie, on peut parler de neurologie, on peut parler d'esprit, on peut parler de poésie. Mais en fait, in fine, ça n'a pas une grande importance. On se rend compte que le travail qu'on essaye de faire et ce dont on se rend compte quand on essaye de voyager dans ces mondes-là, ça touche au fondement même de qu'est-ce que c'est que notre conscience. Bon, j'en ai une vision un peu scientifique du truc, mais c'est ça qui permet, c'est ça l'intérêt des voyages qu'on peut faire et de notre rapport au monde. Et si on revient plus directement à essayer de faire des images avec Yann Kounen pour le décrire, c'est pas si simple que ça à faire. Mais il y a des choses communes qu'on peut exprimer. J'ai l'impression qu'on utilise, nous, la technologie pour représenter. Avec l'ayahuasca, on parle des visions. Moi, j'étais le premier, j'étais à fond dans les visions pendant des années, etc. J'ai laissé passer quelques années avant de revoyager. Et j'ai eu une deuxième étape, un truc que je n'avais pas compris de l'histoire, où je me suis rendu compte qu'on pouvait même se passer des visions et que c'était plutôt comme on était soi-même avec nous-mêmes qui comptait. Bon, bref. Quand on veut faire des images, il y a quand même des petites anecdotes et des choses. Ce qui est incroyable, c'est quand on a voyagé dans ce monde-là, on en revient pas différent pour moi, on en revient plus soi-même que ce qu'on est. Et en tout cas, on essaye d'être sincère quand on montre des images, quand on fait l'expérience Cosmic Journey ou quand on a fait Blueberry ou Otherworld. Encore une fois, on n'essayait pas de faire les plus belles images possibles du monde, mais les plus justes. Et moi, je suis toujours incroyablement sidéré où il y a très peu de choses. Quand je suis avec l'équipe qui travaille et qui fabrique des images, je dis des trucs, alors je peux me gourer, c'est pas de l'ordre de l'artistique, mais tiens, il y a tel truc, c'est juste, c'est pas juste, etc. Yann y revient après, et je dirais qu'à 90% du temps, s'il fait un commentaire, qui fait un changement, on a les mêmes. Et sans se parler, on sait qu'il y a des choses, des textures, des façons de bouger, des animations qui sont justes ou pas justes, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, qui est commun. Bon, bah, on a le même ADN en gros, on a à peu près la même culture. En tout cas, c'est super intéressant d'avoir ce travail au long cours, et encore une fois, il n'a pas été fait qu'il y a 15 ans, et puis maintenant avec la réalité virtuelle. Dans chacun des films qu'on a fait ensemble, on essaie, enfin Yann essaye, et je le suis, de toujours glisser un petit bout de quelque chose qui ramène à ça. Oui, juste je fais une petite aparté parce que je ne veux pas oublier, c'est aussi beaucoup de travail avec des gens qui travaillent dur et des équipes, les équipes de Small ou de MacGuff qui travaillent sur ce genre de choses. Donc des gens comme Vincent Gutmann qui est chef du studio ou surtout Jean Delac pour les développements ou Claire Alanté pour la direction artistique, Léo. Ed, son prénom. Enfin, bon, bref, peu importe. C'est dur de citer les gens, mais c'est un travail d'équipe. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les gens petit à petit rentrent dans l'univers que Yann arrive à entraîner, mais ça commence toujours. Bon, il le sait, mais ça passe par putain, mais on n'a pas de storyboard, on n'a pas de. Qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est quoi? C'est super bizarre d'arriver quand on essaye de donner ce genre d'impression. C'est vachement dur. On peut pas le décrire. Même si là, il avait fait des dessins quand même un peu plus précis et de faire comprendre à des équipes ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais il y a un ramping de gens qui petit à petit rentrent dedans, comprennent, changent, avancent. Donc c'est sur le plan technique aussi intéressant à faire. C'est juste qu'on n'a pas fini. Je pense que moi, j'aurais aussi envie d'avoir les moyens de pouvoir continuer. Il y a tellement de choses à explorer. Et là, on est tellement ridicule dans ce qu'on est capable de montrer, même avec l'expérience plein pot sur un bel ordinateur et un 6DoF. Il y a plein de choses, des sensations, des petites vibrations. Des fois, j'en fais des images et je dis ah, on est dedans un peu comme Yann. Et je retrouve des sensations. Et cette sensation-là même me ramène à des pensées que j'ai oubliées, que j'ai pu avoir pendant une transe chamanique et qui est quand même globalement positive. La chose, c'est qu'on avait une ambition qu'on n'a pas pu achever pour des raisons de technologie, en fait, mais même pas de technologie.
Le fait que pour la reproduire, il faut un ordinateur avec une carte graphique et que ça, c'est pas encore assez développé pour lire le programme qu'on pourrait concevoir. Mais c'est intéressant de se dire qu'on a créé une interactivité, parce qu'il y a une forme d'interactivité avec ce genre d'expérience. Et on a créé une interactivité, et vous en a parlé. Mais moi, au départ, je voulais que, par exemple, si vous avez un objet, un serpent, vous avez vu qu'il y avait des serpents, vous regardez un serpent, il va devenir de plus en plus précis, et à un moment donné, il va changer de matière. Parce que c'est le genre de choses qui se passe dans l'expérience. Ouais, C'est-à-dire que d'un coup, le dialogue s'engage avec un élément de la vision, et cet élément se transforme. En fonction de comment vous voyez le monde, en fait, comment vous le ressentez, dans quel état d'esprit vous êtes, avec les moyens de la VR, on peut capter des choses, les mouvements de caméra, à la limite avec du eye tracking, voir ce qui se passe, sentir si les gens sont énervés ou pas, et faire évoluer ça à vue en temps réel, puisqu'on est en temps réel, on peut le faire. Mais ça, c'est une des grosses complexités qui était... On est quand même très cinéma dans la manière de montrer les choses dans l'expérience Cosmic Journey, mais en fait, dans la véritable expérience chamanique, tout se transforme en permanence, tout le temps en 3D, en volume. Chacune des idées, chacun des moments est fugitif et dure très peu de temps. Des fois, on arrive à stabiliser de trucs, mais c'est pas évident. Donc, sur plan technique, c'est une gageure, c'est monstrueux. Le nombre d'assets, de choses à modéliser, à fabriquer. Là, on en a fabriqué déjà beaucoup. Mais bon, t'en as quoi, une cinquantaine de trucs ou une centaine. Il en faudrait des milliers pour une expérience de 20 minutes. Mais des milliers, qu'est-ce que je dis ? Il n'y a pas de limite, en fait. La chose qui est intéressante, c'est que l'histoire de cette expérience d'ayahuasca nous a permis de tisser quelque chose de l'ordre de l'expérience avec, pas du cinéma, c'est la réalité virtuelle. Donc de l'expérience de prendre des plantes et de la reproduire. Et on a de la chance, on a réussi, enfin on est content du film, connaissant les limites de la chose. Mais le film a suffisamment d'intérêt dans les festivals et de circulation, et il fait partie des expansions de succès mondialement en VR. Moi, je trouve, bon, je suis content d'ailleurs que plus de gens fassent l'expérience, mais ce dont je suis content, c'est que je pense qu'il y aura une fenêtre pour recréer une expérience qui pourra continuer d'aller plus loin, parce que là où les plantes sont infinies, les probabilités, nous, on est limité par la technologie. Et donc, on discute, on se dit dans 2 ans, ça vaut peut-être le coup de se remettre à réfléchir. Si effectivement, comme vous le savez, si la production pour ce coup a fonctionné et donc il y a une logique du marché, du système à refabriquer un film. Sans compter qu'il se passe un truc avec la VR, c'est qu'on est vraiment au degré zéro, ça évolue à une vitesse colossale, mais vraiment colossale. On se retrouve en faisant de la VR comme on était au moment où on s'est rencontrés, au début de l'image de synthèse, ça c'était il y a 35 ans en arrière. C'est-à-dire que même les supports, les temps de calcul, les outils, les systèmes pour visionner évoluent à une vitesse grand V. Et ça va être c'est exponentiel. Donc déjà quand on fait Cosmic Journey, on le fait en imaginant quelle sera la puissance moyenne d'un ordinateur au moment où plusieurs mois plus tard ça va sortir, et tout ça va beaucoup plus vite. Et la démocratisation des outils de type VR à travers des casques comme le Quest par exemple, et il y en aura d'autres qui vont sortir, c'est-à-dire sans fil avec une puissance de calcul suffisamment forte, c'est pas vraiment le cas actuellement, à l'avenir pour pouvoir fournir des expériences quand même riches visuellement, ça va débouler de plus en plus. Parce que pour l'instant, c'est quand même un gros bordel quand on veut connaître vraiment bien cette expérience cosmique. Mais d'ici 1 an ou 2, il y aura déjà un Quest avec une puissance de calcul qui permettra d'encaisser un film comme Cosmic. Alors, on va devoir conclure. Vous avez une projection d'un super film là, qui va commencer sur le même sujet, donc je vous le recommande. Et je voulais juste dire que pour ceux qui veulent voir l'expérience ayahuasca dans des conditions de cette création avec ce mouvement possible Six Doff, il y aura une exposition que je vais faire à la fois avec des dessins de cinéma, mais surtout des dessins de vision et des posts où on pourra voir à la Galerie Cinéma de Anne-Dominique Toussaint dans Paris. Donc ça sera, je pense, à début mars, 7 mars. Je crois que l'expo commence pour 1 mois jusqu'à la fin, enfin voilà, presque 2 mois jusqu'à la fin avril. Mais voilà, mais en tout cas, moi je vous remercie de nous avoir écoutés et je ne sais pas si le film va vous être présenté, donc on va vous laisser. Je crois qu'on n'a pas le temps vraiment de faire de questions. Merci à vous.